Monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur. Et il m'est venu en pensée, pour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez, voilà votre partie. Moi? Ne vous défendez point, s'il vous plaît, et me laissez vous faire comprendre ce que c'est que la scène que nous devons chanter. Je n'ai pas une voix à chanter, mais ici, il suffit que je me fasse entendre, et l'on aura la bonté de m'excuser par la nécessité où je me trouve de faire chanter mademoiselle. Les vers en sont-ils beaux? C'est proprement ici un petit opéra impromptu, et vous n'allez entendre chanter que de la prose cadencée, ou des manières de vers libres telles que la passion et la nécessité peuvent faire trouver à deux personnes qui disent les choses d'eux-mêmes et parlent sur le champ. Fort bien. Écoutons. Voici le sujet de la scène. Un berger était attentif aux beautés d'un spectacle qui ne faisait que de commencer lorsqu'il fut tiré de son attention par un bruit qu'il entendit à ses côtés. Il se retourne et voit un brutal qui, de paroles insolentes, maltraitait une bergère. D'abord, il prend les intérêts d'un sexe à qui tous les hommes doivent hommage. Et après avoir donné au brutal le châtiment de son insolence, il vient à la bergère et voit une jeune personne qui, des deux plus beaux yeux qu'il eût jamais vus, versait des larmes qu'il trouva les plus belles du monde. Hélas, dit-il en lui-même, est-on capable d'outrager une personne si aimable? Et quel inhumain, quel barbare ne serait touché par de telles larmes? Il prend soin de les arrêter, ces larmes qu'il trouve si belles. Et l'aimable bergère prend soin en même temps de le remercier de son léger service, mais d'une manière si charmante, si tendre et si passionnée que le berger n'y peut résister. Et chaque mot, chaque regard est un trait plein de flamme dont son cœur se sent pénétré. Est-il, disait-il, quelque chose qui puisse mériter les aimables paroles d'un tel remerciement? Et que ne voudrait-on pas faire? À quel service? À quel danger ne serait-on pas ravi de courir pour s'attirer un seul moment des touchantes douceurs d'une âme si reconnaissante? Tout le spectacle passe sans qu'il y donne aucune attention, mais il se plaint qu'il est trop court parce qu'en finissant, il le sépare de son adorable bergère. Et de cette première vue, de ce premier moment, il emporte chez lui tout ce qu'un amour de plusieurs années peut avoir de plus violent. Le voilà aussitôt à sentir tous les maux de l'absence, et il est tourmenté de ne plus voir ce qu'il a si peu vu. Il fait tout ce qu'il peut pour se redonner cette vue dont il conserve nuit et jour une si chère idée. Mais la grande contrainte où l'on tient sa bergère lui en ôte tous les moyens. La violence de sa passion le fait résoudre à demander en mariage l'adorable beauté sans laquelle il ne peut plus vivre. Et il en obtient d'elle la permission par un billet qu'il a l'adresse de lui faire tenir. Mais dans le même temps, on l'avertit que le père de cette belle a conclu son mariage avec un autre et que tout se dispose pour en célébrer la cérémonie. Jugez quelle atteinte cruelle au cœur de ce triste berger. Le voilà accablé d'une mortelle douleur. Il ne peut souffrir l'effroyable idée de voir tout ce qu'il aime entre les bras d'un autre. Et son amour, au désespoir, lui fait trouver moyen de s'introduire dans la maison de sa bergère pour apprendre ses sentiments et savoir d'elle la destinée à laquelle il doit se résoudre. Il y rencontre les apprêts de tout ce qu'il craint. Il y voit venir l'indigne rival que le caprice d'un père oppose aux tendresses de son amour. Il le voit, triomphant, ce rival ridicule, auprès de l'aimable bergère ainsi qu'auprès d'une conquête qui lui est assurée. Et cette vue le remplit d'une colère dont il a peine à se rendre le maître. Il jette de douloureux regards sur celle qu'il adore, et son respect et la présence de son père l'empêchent de lui rien dire que des yeux. Mais enfin, il force toute contrainte, et le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi. Belle Phyllis, c'est trop souffrir.
Rompons ce dur silence et m'ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre? Faut-il mourir? Vous me voyez, Tircis, triste et mélancolique, aux apprêts de l'hymen dont vous vous alarmez. Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire. C'est vous en dire assez. Ouais! Je ne croyais pas que ma fille fût si habile que de chanter ainsi à livre ouvert sans hésiter. Hélas, belle Phyllis, se pourrait-il que l'amoureux Tircis eût assez de bonheur pour avoir quelque place dans votre cœur? Je ne m'en défends point, et dans cette peine extrême, oui, Tircis, je vous aime. Oh, paroles pleines d'appât, ai-je bien entendu? Hélas, redites-la, Phyllis, que je n'en doute pas. Oui, Tircis, je vous aime. De grâce, encore Phyllis. Je vous aime. Recommencez 100 fois, ne vous enlacez pas. Je vous aime, oui, Tircis, je vous aime. Dieu, roi, qui sous vos pieds regardez tout le monde, pouvez-vous comparer votre bonheur au mien? Mais Phyllis, une pensée vient troubler ce doux transport. Un rival, un rival. Oh, je ne hais plus que la mort et sa présence ainsi qu'à vous, m'étant cruel supplice. Mais un père à ses vœux vous veut assujettir. Plutôt mourir que de jamais y consentir. Plutôt mourir, plutôt mourir. Et que dit le père à tout cela? Il ne dit rien. Voilà un sot père que ce père-là de souffrir toutes ces sottises-là sans rien dire. Oh, mon amour. Non, non, voilà assez. Cette comédie-là est de fort mauvais exemple. Le berger Tircis est un impertinent et la bergère Phyllis une impudente de parler de la sorte devant son père. Montrez-moi ce papier. Ah, où sont donc les paroles que vous avez dites? Il n'y a là que de la musique écrite. Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes mêmes? Fort bien. Je suis votre serviteur, monsieur. Jusqu'au revoir. Nous nous serions bien passés de votre impertinent d'opéra. J'ai cru vous divertir. Les sottises ne divertissent point.